Présentation d'ouvrage avec Maëva Nulpart, avec Muraro, modéré par Titawa Porcher. Je laisse la parole aux deux intervenants. C'est à vous. Bonjour à tous et merci d'être présents pour la présentation du dernier opus de Muraro, Maëva Nulpart. Le premier nous avait déjà un peu scotché et donc je vous invite à découvrir le deuxième. Muraro, bienvenue. Oui, bonjour, merci d'être venu et voilà, merci d'être invité. Et puis, toujours ravi de pouvoir discuter avec toi. Merci. Alors, juste un mot d'abord sur le roman qui s'ouvre avec le personnage principal, Manutei, qui, à l'aube de ses 40 ans, éprouve le besoin de faire le point sur sa vie. Comme le personnage de La Nausée, il est pris de haut le cœur, de migraine. Il a le sentiment que quelque chose lui échappe. Et donc le roman se déploie alors au fil de ses souvenirs, de ses projections mentales, de sa prison mentale même, je dirais, puisque comme nous dit la 4e de couverture, il refait le match de sa vie habité par un sentiment de défaite. Or, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce roman, c'est que ce sentiment de défaite est profondément ancré dans l'histoire de son pays, hein, dans ses dysfonctionnements. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que le roman va se déployer au fil des projections, des fluctuations mentales du personnage, et qu'en même temps va émerger une fresque, la fresque d'un pays, la fresque de notre pays. Alors peut-être, Muraro, est-ce que tu peux nous dire un mot du personnage de Manutei ? Oui, donc Manutei, c'est un personnage... Non, juste parler un peu aussi du contexte de Maëva Nulpart. Non, mais pourquoi l'œuvre est aussi sombre et pourquoi j'ai besoin de parler de ces choses-là, c'est parce que bon, en 2020 il y a eu le Covid, mais moi j'ai sorti mon premier roman Méridien Zéro qui est sorti le 11 mars 2020 et bon, zéro campagne de promotion, le truc complètement tombé à l'eau et derrière en juin on se fait dans le cadre professionnel perquisitionner et détruire royalement. Et bon, voilà, tout ça on l'encaisse, et puis je me dis, bon, on va essayer de sortir ça. Et j'avais déjà ce personnage de Manutei que j'avais gardé que j'avais créé en fait à la base pour Méridien Zéro, que j'avais effacé pour quelque chose de l'ordre de la... voilà, que ce soit moins kaléidoscopique, plus structuré. Et Manutei, c'était vraiment à la base, j'ai imaginé Lilien, le mec qui a grandi au Gambier, qui des Gambiers... se retrouve à Ho en internat parce qu'il n'y a pas d'internat, il n'y avait pas de collège à une certaine époque. Là, il y a un collège maintenant, mais on envoie toujours des enfants des Tuamotu à l'internat. Et j'ai imaginé un peu ce parcours très classique du mec qui fait l'internat, qui vit dans des conditions semi-carcérales, qui ne peut pas aller à la mer parce qu'il n'y a pas des trucs aussi basiques qu'un maître nageur. Donc les mecs qui sont vraiment enfermés toute l'année avec les bandes de Puka Puka des bandes de jeunes entre eux qui se volent. Enfin, c'est des choses que j'ai entendues en fait de la part de gens qui ont fait l'internat. Et j'ai imaginé ce parcours de ce personnage-là, qui après quitte l'école. Il se met à dealer, il se met pas à dealer. D'abord, il travaille sur la ferme du tonton au Black, il se fait exploiter. Et comme il se fait exploiter, il dit je vais commencer à Tanou le bonbon, quoi. Et là, il se fait choper, évidemment, et puis, de fil en aiguille, il termine à l'armée. Donc c'est juste un peu, je raconte ce personnage-là qui, a posteriori, est assis sur le parking du McDo et il se remémore un peu toute sa vie en faisant le bilan, et on remonte un peu comme ça dans son histoire, et on comprend un peu la situation dans laquelle il est, quoi. Et au bout d'un moment, il fait l'armée, comme 600 jeunes font l'armée à Tahiti. Et c'est ça, j'ai juste imaginé le retour du soldat vaincu, défait, qui est parti défendre le drapeau du pays ou de la puissance coloniale qui l'a détruit par le fait colonial, en fait. Donc c'est tout ça que j'essaie de concentrer de manière très très dense dans un roman qui peut-être va être pas... qui est drôle quand même, mais on rit, c'est vraiment de l'humour grinçant, mais voilà, j'essaie de un peu dépeindre une fresque en brûlant littéralement les scènes à chaque fois que je peignais, que je dessinais une scène. Enfin bon.
Oui, c'est drôle, je confirme. C'est-à-dire que c'est vraiment le constat est sans appel, il est noir. Hein, mais heureusement, il y a une forme d'humour, il y a une forme de dérision qui rattrape un peu tout le reste. On va droit dans le mur, mais on y va en souriant et en riant de soi-même, en fait. Hein. Un mot à dire là-dessus. Alors, je reviens sur ce constat qui est sans appel, sur ce parcours de Manute Hay. En chemin, donc en même temps que sa vie, les différents dysfonctionnements de notre société sont égrenés. Alors la liste est longue. Hein. Le tourisme, l'éducation, la fonction publique, la maltraitance animale, le trafic du paca comme seul moyen de subsistance, la malbouffe, les problèmes d'indivision, la folie du Covid. En fait, toute cette société consumériste, finalement, qui finalement, c'est ce consumérisme à outrance qui nous a fait perdre nos valeurs. Oui, c'est vrai. Et par rapport au roman, là, on est vraiment, à partir de la première page, on est dans la tête de quelqu'un qui est de plus en plus en roue libre. Il ne se reconnaît pas du tout dans le système de valeurs actuel, parce que le système ancien a été anéanti. Et dans tous les messages qu'il reçoit, notamment, il voit des surfeurs sur des têtes d'affiche, sur des billboards, et il ne se reconnaît pas du tout parce qu'il n'est jamais allé au surf. La mer, c'est à peine s'il y va. Même toutes les injonctions de consommer, d'avoir une grosse bagnole, etc., ça, c'est pareil, ça lui est inaccessible. Enfin, et ça raconte l'histoire évidemment de ce personnage en perte de valeur, en perte de repères, et qui est bienvenu nulle part en fait. C'est ça que je voulais dire aussi, c'était que il y a tellement plus rien que même il représente tellement une marginalisation des autochtones qui sont majoritaires. Donc c'est un peu l'espèce de grand c'est la situation dans laquelle on est en fait. Hein, et j'ai voulu créer un personnage qui essaierait de raconter tout ça avec en concentrant évidemment toute cette liste, notamment aussi sur le numérique. Alors le rapport au numérique. Où on accentue la destruction de l'identité de la personne parce que non, il se demande qui il est, vu qu'il passe sa vie à regarder des mangas et à se shooter avec du porno. Enfin bref, c'est un mec qui vit seul, qui a un côté qui est dans sa misère sexuelle et affective, qui est dans un désert où il n'y a personne, et il peut plaire à personne parce qu'il ne correspond pas à l'idéal type. Et de toute façon, c'est trop tard, il est trop fragile en fait, il est déjà trop cassé. Donc il est là dans sa routine de taxi driver, avec dans son dialogue intérieur, parce que j'arrive à lui faire parler aucune phrase. Il ne parle pas. Il subit les dialogues des autres, et du coup, voilà, il vit vraiment dans son monologue intérieur. Et ça lui permet de s'échapper tout en fumant du cannabis triple dose avant de dormir, les mangas. Enfin bon, il est chez les cousins. Le cousin, il est dans les blockchains. Donc le peu thune qu'il a, il se fait avoir dans les crypto-monnaies. Bon voilà. Enfin bon, je brosse un peu tout ça rapidement. Oui, c'était d'ailleurs des thématiques qu'on trouvait déjà dans Méridien Zéro, hein, cette espèce de saturation du numérique et puis notre tendance à cette indifférenciation progressive. On n'arrive plus à distinguer le réel du virtuel. Des projections mentales. J'adore l'expression « il se badigeonne avec sa ration d'écran total ». On est vraiment dans cette saturation du numérique qui est représentée aussi comme une drogue. Hein, ça devient vraiment quelque chose d'addictif et qui aboutit, alors c'est le titre du livre, c'est là-bas, t'es pas Maëva, en fait, t'es Maëva nulle part. Oui, voilà, j'aime bien faire ça, c'est d'introduire le titre dans l'œuvre, quelque part. Voilà, et que le lecteur, quand il tombe sur ça, il se dit ah, ok, je comprends, et ça fait la boucle. Voilà, moi, je suis content quand j'arrive à trouver le truc, surtout que j'ai pris du temps à trouver un titre. Voilà, donc j'ai dû... ça, c'est un peu un truc qui est compliqué aussi, c'est de trouver un titre, et puis au-delà du titre, c'est comment est-ce qu'on fait, plus que trouver un titre, c'est créer une espèce de boucle pour que le lecteur sente... que quelque part ça se ficelle et ça se clôture. Ouais. Il y a une continuité thématique dans le nihilisme entre Maëva nulle part, Méridien Zéro. Il y a quand même quelque chose en commun entre les deux. Oui, c'est sûr. C'est une œuvre qui peut être qualifiée de profondément nihiliste et pessimiste, défaitiste. Enfin bon, mais ça c'est un reproche que je peux... que je comprends. Hein. Christian Robert, il m'a dit c'est pas un feel-good book. Bah ouais, malheureusement,
Mais j'ai quand même, ouais, j'aimerais peut-être en écrire un jour, un feel good book. Un feel good book nihiliste, ce serait marrant. Ouais. Ouais, j'ai hâte de lire ça. Alors, dans les nombreux dysfonctionnements de notre société, en fait, on a l'impression qu'il y a quand même une racine, un élément fondateur qui est l'installation du CEP. Tu écris « Les transformations structurelles induites par l'instauration du CEP nous ont amené à un point de non-retour anthropologique ». Est-ce que tu peux commenter sur ce point, dire quelque chose sur ce point? Oui, bah, c'est-à-dire que le CEP a bouclé le travail qui avait été fait en amont par toute l'Église catholique, d'introduire des idées mercantilistes en Polynésie française, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut faire de l'import-export et le commerce c'est quelque chose de très normal. Du coup ils avaient commencé au Tuamotu, ils ont commencé à faire le copra, enfin je veux dire l'exemple le plus simple c'est ça quoi. T'as des populations qui sont autonomes, on détruit leur culture, leur mode de vie et puis on leur fait faire du copra, de la monoculture pour qu'ils puissent échanger le copra contre des piécettes pour acheter des conneries. Enfin bon, bref. Et ça, avec le CEP, c'est sûr que tout l'argent qui a été injecté en Polynésie française, ça a vraiment servi de dopant, quoi. Tout ça, c'était sur turbopropulseur et énormément de fortunes se sont faites juste en posant des portails ou des chiottes. Et ça, avec évidemment tellement de l'administration balbutiante, tous les défauts, enfin bon bref, tout ce qui était au black, au pas black, enfin l'État qui ferme les yeux, le flossisme naissant, donc bon ça crée une espèce de situation inédite dans ce pays qui a fait que la trajectoire malheureusement maintenant pour sortir de ça c'est très compliqué. Enfin, je sais pas, je regarde plus la télé, mais l'autre jour il y avait, j'ai entendu je ne vais pas les nommer, mais bon, une représentante des familles d'importateurs qui parlait à la télé parce qu'il y avait un cargo qui avait du retard. Bon, tu dis, on a voté un gouvernement indépendantiste et on en est à chialer parce qu'il y a un bateau qui va avoir du retard. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué l'indépendance si on n'est pas foutu de produire rien que de la bouffe. Et c'est sûr qu'on a hérité de ça du CEP. On a hérité de ça du CEP et on arrive à rien faire d'autre que ça, quoi. Il faut faire venir des gens de la moitié de la planète pour avoir des liquidités, pour que ces liquidités-là, après, ça part en balance commerciale excédentaire. Enfin bon, bref, il faut après s'endetter. Enfin bon, tout ça, c'était financiarisé et ça a pris des proportions qui sont très difficiles à revenir dessus, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, puisque tu en parles, tu reviens sur les années FLOSS, qui sont décidément très à la mode, hein, pour ceux qui ont vu Itay, puisque le spectacle revient aussi sur cette période-là. Alors, il est question, comme dans les romans à clé, on parle non pas du vieux lion, mais du vieux zèbre, sont évoqués aussi l'affaire JPK, le GIP. Est-ce que tu considères Méridien, Maëva Nulle part, comme un roman politique? Non, c'est pas moi de qualifier ça. Mais non, mais il y a un débat sur ça, c'est savoir si toute œuvre est politique. Bon, je pense que toute œuvre est politique. Donc, mais est-ce que c'est un roman politique? Ça, c'est pas moi d'être jugé parti de ça. D'accord. Voilà, ça c'est. Si les lecteurs ont décidé que c'est un roman politique, qu'ils le politisent, c'est leur chose aussi. L'intérêt de ce livre. Enfin, je termine ce livre en posant aussi une question à la fin, mais de manière très indirecte, c'est que faire en fait. C'est que faire. Donc on a ce personnage qui vit sa descente aux enfers, qui se reconnaît dans rien, qui est avec, moi je vais pas parler de ça, mais c'est toute l'intériorisation des discours dominants au sein de sa famille en fait. Donc sa propre famille qui le voit lui, tous lui disent il faut que tu bosses parce que si tu bosses pas et que t'as pas bossé, c'est que t'es un loser. Et que voilà, c'est vraiment d'individualiser et de responsabiliser les. Enfin bon, bref. C'est-à-dire que quand un individu il est pauvre, c'est de sa faute. Voilà. Donc tout ça c'est intériorisé dans les familles, dans la population évidemment. Hein, donc le personnage comme ça dégringole de plus en plus jusqu'à devenir vraiment de plus en plus marginalisé et à la fin il regarde le port en disant que faire quoi. Oui, alors d'ailleurs en même temps que le parcours du personnage, comme dans Méridien Zéro, le roman introduit le spectre de la catastrophe écologique et Manout Hey a l'impression que chaque année qui passe le rapproche un peu plus de la fin du monde, inéluctablement. Est-ce que tu as l'impression qu'on va droit dans le mur ou est-ce que c'est juste ton personnage?
Non, mais je vais pas dire ça, mais non, parce qu'après on va me reprendre, on va me dire non, c'est trop pessimiste, machin. Mais je veux dire non, mais ça va être compliqué. Après, on peut rêver, hein, mais non, ça va être. Non, mais c'est pareil. Je veux dire aussi la transition énergétique. S'il faut qu'on remplace 90% des énergies fossiles par autre chose, bon on peut croire à la magie ou on peut prier Jésus. Enfin, mais là, évidemment, il y a un principe de réalité qui va se faire et c'est pas. On va pas faire de l'impact en biodiversité parce qu'on fait venir des influenceurs de la moitié de la planète pour planter un arbre. Voilà, malheureusement, on vit dans un monde qui arrive à faire croire que ça a de la valeur. Voilà, bon. Guy Debord, il avait un mot sur ça, c'était que le capitalisme, dans la société du spectacle, c'est que le capitalisme a un tel degré qu'il devient image. J'ai l'impression que c'est plus que ça maintenant. On n'est plus que ça. L'économie réelle par rapport à l'économie financière, il n'y a rien à voir. On est juste en train de faire croire que les choses continuent. Ça, c'est avec des tours de passe-passe complexes au niveau des banques centrales. Hein, donc on arrive à avoir des liquidités qui tournent. Mais quand on a 3 $ sur 4 en circulation ont été imprimés depuis 2011, c'est un problème quand même. Quand les États-Unis font 1 trillion de dettes tous les, il me semble, c'est les 90 jours maintenant, ça va poser un problème. Après, évidemment, est-ce qu'ils vont inventer un tour de magie? Peut-être. Hein, ça va être. Ils vont nous mettre des fachos au pouvoir et puis on sera interdit de manifester dans les rues. Voilà, parce qu'ils vont durcir les régimes, c'est tout. Voilà, moi je parle aussi dans mon livre du Covid comme d'une répétition générale. Voilà, moi je suis quand même persuadé que tout ça c'est une répétition générale et que quand il va falloir taper dans le dur, là ils ont déjà tout mis en place. Toute l'infrastructure tech, elle est mise en place et le conditionnement des populations, c'est en cours. BFM, CNews sont en train de se charger de ça à fond la caisse et voilà, ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? J'en sais rien. Il y a des militants écologistes au Royaume-Uni. Ils ont pris entre 3 et 5 ans de prison parce qu'ils ont bloqué une autoroute. 3 et 5 ans de prison, c'est l'équivalent, c'est comme si vous aviez agressé sexuellement, je veux dire vraiment durement quelqu'un, quoi. C'est ça les peines de prison, pour des gens qui ont juste bloqué des routes. Et les militants écologistes qui ont bloqué des routes, c'est pas des débiles, hein, c'est des scientifiques, c'est des gens qui enseignent, enfin je veux dire... Voilà dans le monde dans lequel on vit aussi. Le monde dans lequel on vit aussi, c'est Gaza, hein, c'est le pays des droits de l'homme qui maintient ses doubles discours. Donc évidemment, Manouteil, tout ça, il intériorise. Parce que j'utilise aussi des personnages comme il y a un personnage qui s'appelle Mokhtar que j'utilise qui va donner une instruction un peu politique à Manouteil. Donc ça, c'est un moment qui m'a permis aussi de le politiser finalement. Pourquoi il a un avis, lui, très pessimiste, parce qu'il sait... il est au courant de tout ça. Ouais. Alors vraiment, ce roman est passionnant justement pour toutes c'est l'occasion d'une réflexion, mais qui réussit ce tour de force de nous faire rire. Alors c'est vrai que le rire est un peu grinçant parfois, mais en tout cas, on a au coin d'une phrase, il y a toujours beaucoup d'élégance, un sens de la formule qui est absolument incroyable. Et peut-être que j'avais envie de lire un petit passage sur les Half-Test Boys, ça t'embête pas? Ou tu veux le lire peut-être? Non. Voilà, je voulais juste pour vous donner une idée du roman en fait, et pour vous donner une idée de ce mélange entre quelque chose de très noir et en même temps qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire. Donc là c'est sur la malbouffe, hein. Il prépare des combinaisons avec la viande de kebab et toutes sortes de gras sans distinction. Ce qui compte, c'est que le client en est pour son argent. Et les clients ont la réputation d'être bien gloutons. Ils utilisent un jambon de fabrication locale, celui de la cochonnerie du Pacifique, et coupé en paillettes. Sur la pizza, cela ressemble à un étalage de confettis, de post-it rose fluo qui brillent la nuit grâce aux antibiotiques. C'est le Gorée qui rend fière l'industrie locale. C'est important de privilégier le circuit court du Made in Fénois. Et peut-être un autre passage toujours sur la malbouffe. L'expérience client doit être réglée comme du papier à musique. Les meilleurs cerveaux, les meilleurs développeurs et les meilleurs fast-food de la place font alliance et s'engagent à fourgonner toute la ville. L'objectif est la conquête planétaire. Fat Mama fait des pizzas fourrées à la chair à saucisse. La Katana en XXL
est servi sur une planche de 40 cm de longueur sur 50 de largeur, avec des merguez, du hachis, des oignons, de la crème, des œufs et du frometon. C'est dément. Livraison et relivraison. À colporter de la bouffe encore et encore. Supplément maillot. La ville se l'enfile dans le gosier jusqu'à en devenir malade. Autour de la sécurité sociale et de l'hôpital de prendre à leur charge les foie gras d'élevage. Voilà. Oui, bon voilà, donc j'essaie d'être drôle quand même parce que c'est important pour moi. Déjà que d'écrire tout seul dans sa chambre, c'est super chiant, dur, hein, laborieux. Donc si en plus, voilà, je trouve pas des trucs qui sont drôles, ce serait juste impossible, quoi. Surtout pour le lecteur aussi, quand même. Donc oui, il y a plein d'expressions comme ça, notamment sur les bouffonneries lagonaires. Voilà, Manutei qui rencontre dans l'avion un jeune qui s'est fait tatouer, qui rentre et qui a tout fait, les 5 archipels, qui a vécu dans la coloc du Love dans une ambiance de ouf, et voilà, et qui lui déverse tout son contenu de toutes les photos qu'il a prises en GoPro, à quel point c'était exceptionnel, et que les gens étaient tous sympas et gentils à mort, et voilà. Bon, c'est voilà, je vous recommande vraiment la lecture de ce roman qui est à la fois original, drôle, atypique et en même temps voilà, qui nous concerne tous. On va peut-être... On passe aux questions. Voilà, oui, passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah, j'arrive. Oui, Yorana, c'est pas une question, c'est une observation, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce roman, et il y a un aspect qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de la scolarité des enfants dans les îles, et de cette déconnexion qu'introduit la scolarisation. Un anthropologue qui était allé à Rapa dans les années 60 revient en 2000 et constate qu'il manque une tranche d'âge, celle des 11 ans, 16 ans, en fait parce qu'ils sont partis au collège. Et cet aspect fait qu'on a un peu cassé l'environnement social, parce que dans la société, il manque une tranche d'âge, et en plus c'est à cet âge où il y a la transmission du savoir, la pêche, comment on conduit la barque, le bateau. Et donc, dans le roman est abordé ce thème qui est très important, où justement la scolarisation obligatoire a été malheureusement un peu destructrice. On a vu des enfants revenir après le premier trimestre qui ne voulaient plus retourner, et les enfants, les parents les gardaient à la maison parce que c'était trop dur, cet environnement, ils étaient déscolarisés. Donc ça plante une réflexion qui est vraiment très très importante. Qu'est-ce que c'est qu'une société équilibrée? Est-ce qu'on doit automatiquement, au nom de l'éducation, soustraire une tranche d'âge pour la réinjecter plus tard alors qu'ils ne se reconnaissent plus, parce c'est l'âge où on grandit beaucoup, et ça déstabilise le contexte social. Alors ça s'améliore, on fait des 6e, on fait des 5e dans les îles isolées, mais voilà, donc c'était une réflexion, et je suis content que ce roman aborde cet aspect du problème. Il y en a d'autres, hein, c'est clair, mais celui-là était cher à ma réflexion. Voilà. En tous les cas, félicitations. Non, merci. Et puis, mais puis moi j'espère qu'à un moment donné, on va se réveiller sur cette situation et que peut-être qu'un jour on va auditer tous ces jeunes là qui ont fait l'internat et qui ont été détruits par ce système, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que moi j'essaie de leur dire d'en parler, et le peu que j'en ai vu là, Michel, un copain des Gambiers qui a fait cet internat, je lui ai dit que je parlais de ça dans mon roman, et je lui ai dit que maintenant c'était à leur tour de parler aussi, parce que c'est pas que je me sens pas légitime, mais quelque part c'est à eux aussi de parler. Peut-être qu'un jour on va s'intéresser à ça, mais il y a un côté vraiment en Australie, bon c'est pas dans les mêmes proportions, mais il y a la Stolen Generation, c'était un vrai truc. Ici on n'est pas dans les mêmes proportions, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi quand même. Enfin, c'est mon avis, mais... Oui, en te lisant, j'ai pensé à l'expression de Chantal Spitz qui parle d'euthanasie scolaire. C'est vraiment le sentiment qu'on a eu qui finalement on tue quelque chose
en voulant éduquer, finalement, on aboutit à quelque chose qui est totalement contre-productif et qui... Ouais, complètement. En plus, l'internat de Hobbes, je suis parti le voir dans le cadre de ma résidence d'écriture. Donc bon, moi, ça m'a permis de voir aussi que j'étais pas dans l'exagération et que j'étais proche de mon sujet. Parce que j'avais déjà rédigé le roman, hein, donc c'était déjà terminé. Donc je suis parti voir, c'était bien de vérifier ça. Et voilà, il y a 2 arbres, quoi. Il y a 2 arbres, ils sont en plein cagnard, ils entendent la mer, ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas sortir du truc, ils jouent au foot, ils se bastonnent, ils se piquent, enfin bon bref, des trucs, et c'est sûr, ils sont en train de cuire sur des dalles et ils ne peuvent pas sortir, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Il y a encore le temps pour. Oui, alors je vais rebondir sur Guy Debord et la société du spectacle. Et cette histoire d'objectiver ou réifier les êtres humains, quoi, comme des objets d'échange et non plus comme êtres humains au sujet de leur devenir, si on pense à Nietzsche, le nihilisme, etc. C'est-à-dire de l'être au non-être, on est plus dans le non-être. Et Manoutrey est un personnage intéressant parce que j'ai fait un jeu de mots sur, bon, parlant les mots de Sartre ou la nausée, tout ça, ça rentre là-dedans. Le Tei Ruatoru, c'est-à-dire que le premier oiseau serait peut-être le dernier oiseau sur Terre, ou pas oiseau du tout, ou pas être vivant du tout. Ben ça, c'est intéressant comme réflexion. Je pensais aussi à la dislocation du réel, qui était une thématique philosophique du début du XXe siècle. Là, on est en plein là-dedans. Et peut-être au niveau du concept du temps, comme les Kanaks aussi un concept du temps, faire moitié-moitié, une moitié école 3 jours, et 3 jours complètement à la maison et le week-end, pour reprendre en fait tous les trucs traditionnels, la relation de la nature, et ça, ce serait intéressant comme réflexion aussi. Avec les politiques, bien sûr. Et le dernier point, c'est bien sûr cette histoire d'hyperconsumérisme qui rend les gens un peu bébêtes, comme des robots obéissant au diktat de la marchandise pour la marchandise, quoi. Il n'y a plus d'être humain, il n'y a plus d'humanisme, il n'y a plus d'être... Il faudrait peut-être repartir aussi à la Renaissance, cette histoire d'humanisme à remettre en place. En fait, le passé aussi peut nous donner des réflexions, comme le présent pour un avenir qui ressemble à quelque chose, quoi. Cette histoire de devenir quoi. Quelqu'un d'autre voudrait faire un témoignage, une intervention ou poser une question à nos 2 intervenants, enfin notre intervenant, Muraro. J'arrive. Merci Titawa pour ces analyses et Muraro. Alors, en fait, j'ai fait que survoler le livre, parce que j'ai pas eu le temps encore de le travailler. Mais alors, c'est vrai qu'il faudrait parler aussi du Hombo, du roman de Chantal Spitz, qui est une dénonciation indirecte, alors que toi, c'est une dénonciation au canon. Alors, moi, ce que j'en ai lu, j'ai adoré, surtout les dénonciations du monde moderne. Alors, la dénonciation des Porsche Cayenne à Tahiti, c'est extraordinaire, mais il y en aurait encore bien d'autres. Bon, l'utilisation des smartphones, par exemple, ça, je pense qu'il y aurait quelque chose à écrire, et puis d'autres choses. En te lisant, j'ai pensé à un autre écrivain qui est un peu oublié aujourd'hui, c'est l'écrivain Huysmans de la fin du XIXe siècle, celui qui a écrit À rebours et qui est dans la dénonciation de cette décadence. Alors, on employait à l'époque le terme de décadence, je ne sais pas s'il faut l'employer aujourd'hui parce qu'on est dans des transitions, mais on peut dire aussi qu'on est dans des décadences. Donc, voilà. Donc moi j'ai pensé beaucoup à Huysmans, ce que je lisais quand j'avais 18-20 ans et que je n'ai pas vraiment relu depuis aussi. Voilà. Donc vraiment, ton roman est passionnant. Et puis je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ben écoute, oui, bon, j'ai perdu la dernière idée que je voulais dire. Mais en tout cas, bravo pour ça. Ah oui, je sais ce que je voulais dire, parce que, voilà, je sais, pardon. Aujourd'hui, on est dans une période où l'identitarisme conduit à l'extrême droite fasciste. Et moi, j'en ai peur, parce que pour moi, l'identitarisme doit conduire à des émancipations, à des libérations, et pas tomber dans l'extrême droite qui ne défend pas les identités, mais qui défend bien autre chose. Donc, si tu veux, c'est un petit peu le risque quand on dénonce, c'est de tomber dans le discours d'une dénonciation qui n'est pas peut-être celui
que tu souhaites. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, si. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Encore? Et ce sera le dernier échange, je pense. Après, on clôturera cette petite intervention. Ce qui est intéressant, c'est le langage hybride de à vitesse, qui est aussi dans les romans de Célestine, dont j'ai fait la critique littéraire, dans Confluence numéro 2, magazine littéraire. Et ce à vitesse, comme dans un slam américain, ça fait rentrer le personnage dans le mur. Et non, on le fait s'écraser dans le mur sans aller plutôt dans la traversée des apparences, quoi, comme on dit en littérature. Merci. Je vais laisser Titawa et Muraro terminer, clôturer ce partage. Alors pour terminer, je vous invite vraiment à découvrir ce roman. C'est un grand roman qui soulève des questions qui nous concernent tous. Et c'est vrai qu'en le lisant, on reconnaît vraiment notre société avec le mordant et l'élégance et l'habileté, le style incroyable de cet auteur de grand talent. Voilà. Non, et puis merci d'être venu. Et puis voilà, juste pour terminer, ça fait beaucoup plaisir de pouvoir partager des retours avec des lecteurs qui ont lu le livre. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, avec le premier pendant le Covid, c'était compliqué. J'ai dû attendre peut-être 3 ans avant d'avoir des retours critiques. Voilà, là il s'est passé 6 mois, donc merci beaucoup d'être là. Merci à toi.